moi, posons-nous une question simple. Est-ce que nous sommes réellement pauvres? Alors, s'ils ont besoin de nous, quelle doit être notre position? Est-ce que on doit être dans une position où on doit discuter d'égal à égal? Parce que si aujourd'hui, là, ils ne sont pas chez nous, ils vont pas finir d'enterrer leur mort. Parce que les terroristes vont planifier. Parce que nous, tant que les terroristes ne viennent pas nous emmerder pour que nous on réplique, leur vie ne nous intéresse pas. Ça veut dire que les terroristes peuvent développer leur stratégie et aller les attaquer partout où ils sont. Donc, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre espace. Merci pour le pouce. Ils ont besoin de parler. Ils ont besoin. Alors, je vais vous dire une petite chose. Vous avez entendu le premier ministre de Burkina lors de son intervention en Chine. J'espère que la petite idiote qui m'a dit la dernière fois là que vous êtes vraiment contre Shogel. Je dis c'est pas vrai. Pourquoi les gens peuvent être aussi idiots? Être contre Shogel, qu'est-ce que cela va m'apporter? Je mange pas chez lui. Il ne me nourrit pas. Je n'ai jamais appelé pour demander un service. Rien. Alors, en quoi est-ce que je peux être jaloux? C'est quand vous avez besoin de quelqu'un par rapport à un service que vous n'avez pas obtenu satisfaction. Peut-être que vous pouvez... Alors, il a son protocole. Il n'a qu'à regarder si j'ai une fois déposé une lettre là-bas. S'il ne sort pas avec là. Si c'est la vérité qu'il ne sort pas avec, que Dieu les maudisse à jamais. Et donc, ils ne verront jamais une lettre que j'ai déposée pour demander audience. Et je n'ai jamais déposé de lettre au bureau de chemin. À l'époque de Moussa Mara, je crois que je l'ai fait. Et là, c'était dans l'intention d'apporter des partenaires américains qui étaient intéressés à investir au Mali, c'est tout. J'ai déposé la lettre. Ils n'ont pas répondu. On l'a laissé. Ils sont tombés. Je n'ai jamais déposé quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas être contre. Mais si ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pourquoi je dis qu'il est bon que notre premier ministre sorte des petites discussions, des petites querelles politiques, parce que les enjeux sont énormes, je le dis toujours. Regardez un peu comment le premier ministre de Burkina a parlé. Est-ce que vous croyez que celui qui a parlé comme ça, il a le temps des petites querelles, des petites querelles de personnes par-ci, par-là? Est-ce qu'il a le temps pour ça? Regardez ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'un premier ministre doit avoir, surtout un premier ministre de l'AES, doit avoir une vision grande, une vision noble, mais pas les querelles de personnes. C'est en cela que je demande à notre premier ministre de sortir de ces petites discussions-là, parce que ça ne l'avantage pas, ça ne l'amène nulle part. En quoi est-ce que cela a un impact sur le Mali? Mais plutôt sur lui. Parce que quand vous regardez ses homologues, ils n'ont même pas le temps pour ça. Toujours venu parler de par-ci, par-là, par-ci, par-là, ça mène où? C'est à croire que vous n'avez pas un agenda chargé. C'est à croire que vous avez le temps encore pour ces choses-là. Alors, le premier ministre du Burkina a dit quoi? Que la Chine est un exemple de développement agricole. Et il a présenté l'AES. Il a vendu l'AES. Il a vendu à un prix très élevé. Il a honoré l'AES comme le président Goïta l'a fait. Il dit l'AES c'est 2 700 000 km², plus de 80 millions d'habitants. On n'a pas encore fait les dernières choses, statistiques, donc on ne sait pas. Ça remonte à peut-être 2 ans, 3 ans. Mais aujourd'hui, là, alors que quand les gens parlent, on présente l'AES avec 60 millions d'habitants, avec moins de 2 millions de km². Regardez bien. Mais, et là, ça, c'est un officiel de l'AES qui parle. C'est un premier ministre de l'AES qui parle. 2 700 000, plus de 80 millions. Donc, ça veut dire que dans 5 ans, nous serons dans les 100 millions. C'est énorme. La Chine a besoin de ça. Ce n'est pas tout. Les richesses naturelles enfouies dans notre sous-sol, c'est énorme. Est-ce que vous savez
que le Sahel détient les 2 tiers des réserves de toute l'Afrique. Et il subhanallah. Toi aussi, Coran, tu as un menteur de... Comment tu peux dire ça? Je répète, l'AES détient les 2 tiers des ressources naturelles enfouies sur le sol de l'Afrique. La Guinée, qui est considérée comme un scandale géologique avec le Congo, sont petits à côté du Mali, du Burkina et du Niger. Parce que la Guinée, on connaît l'évaluation des richesses guinéennes, mais on ne connaît pas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'évaluation des richesses de l'AES. On ne connaît pas. Ce sont des estimations. Alors, c'est pourquoi, regardez, la dernière fois, je vous ai parlé, on dit le pétrole dans le bassin des Taoudéré, si je ne me trompe pas trop, ça fait 4 milliards de barils. Alors que le Venezuela, avec 300, à peu près 400 millions, est le 3e pays producteur mondial. Sinon, on a 4 milliards. Donc, nous sommes les premiers au monde. C'est pas terminé. Regardez l'Arabie Saoudite, regardez le Qatar, regardez les Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils sont en train de diversifier quoi? Leur économie. Parce que l'Arabie Saoudite a presque épuisé ses réserves pétrolières. Alors que le Mali n'a même pas commencé l'exploitation. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de croire à Keïta. Hein? Allez-y voir la diversification de l'économie saoudienne par le prince Ben Salman. Pourquoi l'Algérie nous fait pas là? Pourquoi l'Algérie donne l'ordre à l'armée d'abattre tout soldat malien? Tu vois? Et ça, c'est un élément qu'on va bien développer. Je vais lire pour que vous compreniez bien. Pourquoi l'Algérie, comme ça, est fébrile? Parce que l'Algérie croyait qu'elle allait pouvoir mettre l'armée sur les réserves et du Niger et du Mali. Parce que l'Algérie, comme l'Arabie Saoudite, comme beaucoup de pays pétroliers, à l'exception d'un certain nombre de pays, c'est pas tout, il y a des pays qui sont déjà presque, qui ont déjà épuisé la moitié de leurs réserves. Donc, ces pays-là refusent de continuer à vendre. Ils veulent diversifier pour garder le reste par rapport aux générations à venir. Les Américains, c'est la même chose. Les Américains ne veulent pas. Ce n'est qu'une petite quantité qui est vendue. Hein. Les Américains ne veulent même pas toucher parce que leur réserve n'est pas importante. On va dire, ah, quitte, les Américains, là, comment leur réserve n'est pas importante? Ok, je vous fais écouter ça pour voir. Ici, je vous fais écouter ça. Je vous fais écouter ça, s'il vous plaît. Dans ma seconde, hein. Je crois qu'il y a bon. Oh là là, ma tablette est en train de me fatiguer là. Oh, je vous fais écouter des propos du président Houphouët pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Parce qu'on peut dire, bon, on peut ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est, vous avez tout ici. Attendez-vous, ça, voilà Houphouët. Ok. Vous allez écouter ça avec moi. On va écouter. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, 15, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde prend des milliards d'années d'existence, on va écouter, hein. Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand nous avons des hommes, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand je vous dis que je suis très énervé contre l'ERTM, vous ne pouvez pas comprendre ma frustration. Quand un président se déplace dans un forum de haut niveau, et tout le contrat que le Mali a signé, il y a une exigence du président Assimi Goïta. L'exigence c'était quoi? Le transfert de technologie. Le transfert de technologie, c'est pas de ça que vous pouvez parler ici avant sa mort là. En ce temps-là, nos jeunes gens seront capables de transformer nos matières premières. Et le président Goïta dit,
tout contrat qu'on signe avec la Chine désormais, la clé, c'est le transfert de technologie. Nos jeunes gens iront apprendre. Et Sadio l'a dit. Ils vont suivre une formation. Combien de Maliens ou dans l'AES, on comprend ce qu'on appelle le transfert de technologie? Combien de personnes comprennent ça? Est-ce que ce n'est pas le devoir cardinal, sacré, impératif de l'ORTM d'animer un panel sur la question du transfert de technologie? Le président va jusqu'en Chine. Ça, c'est pas l'ORTM truc. Ah, on fait un reportage à Banat, on fait quelque chose. Ah, président, on filme, on nous envoie les images, ça passe à les choses au journal, on coupe une partie, on met sur YouTube à Banat. Voilà le travail de l'ORTM. Animer un débat, expliquer l'avantage, la concrétisation. L'ORTM n'est pas en mesure de faire ça. Et moi, je vous pose la question, pourquoi le directeur de l'ORTM, il est toujours à l'ORTM? Wallahi billahi, s'il ne s'en tient qu'à moi, il y a longtemps, il est parti, il va les faire jalonner, il va les faire demander quelque part d'autre. Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'avec ça, là, le sous-développement dont on parle là, c'est dans la tête, ça se passe. Quand déjà un professionnel doute de lui-même, doute de sa capacité à organiser un débat, il y a un sérieux problème. Mais ils n'ont qu'un problème à l'ORTM. C'est la frustration, c'est l'incompétence, c'est l'ignorance, c'est le manque de connaissances. C'est quoi? Quel est leur problème? C'est parce qu'ils ne peuvent pas oser. Oser est important. Oser, c'est important. Tant que tu ne oses pas, tu ne peux pas apprendre. Quand tu oses, tu commets des erreurs et à partir de tes erreurs, tu te rectifies pour être meilleur. Oser n'a jamais tué quelqu'un. Ils ont peur d'oser. On va écouter au fait encore. Ils ont à discuter en ce temps-là du coût de l'acier et non pas de minerai de fer. Bien alors, il y aura un langage. Écoutez bien. Qui sera compris. Le langage de l'intérêt commun. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Écoutez bien maintenant. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale. Ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. D'accord, mais s'il faut, je m'arrête là. Sur le plan économique, est-ce que la Chine n'est pas... Oufoué, c'est vrai, on peut reconnaître, Oufoué a commis beaucoup d'erreurs. Ça, dire qu'il n'a pas commis d'erreurs, c'est faux, c'est d'être humain. Mais reconnaître aussi que cet homme-là était hyper intelligent. Il dit, demain, ce sera sur le plan économique. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Si la Russie n'avait pas développé ses muscles financiers, si la Russie n'était pas à la hauteur, si l'Iran n'était pas à la hauteur, est-ce que les sanctions, les 21 ou 17 000 sanctions pourraient permettre à la Russie? Est-ce que n'oubliez pas que malgré le développement de la Russie encore depuis 2014, 2024, ça fait 10 ans que la Russie est sous sanctions. 17 000 sanctions depuis 10 ans. L'Iran, là, on n'en parle pas. Alors, ils ont compris que l'avenir de demain, c'est sur le plan essentiellement économique. Économique. Si vous passez à côté, vous avez raté. Alors, ce vieux criminel qui est en Côte d'Ivoire, il dit qu'il a fait un PhD en économie. Pourtant, il détruit la vie des Ivoiriens. Il détruit le quotidien des Ivoiriens. Et il dit qu'il est économiste. Il se vante avec un bilan aussi piètre, aussi négatif, un bilan aussi criminel.
Ils se vantent. Alors, Houphouët dit, demain, s'il doit avoir une lutte, elle sera essentiellement économique. Est-ce que la Chine, aujourd'hui, n'est pas crainte dans le monde? Parce que la Chine est une puissance économique. Est-ce que la Chine n'est pas crainte? Est-ce que la Chine n'est pas respectée? Quand tu parles, pour que les Américains te respectent, c'est que les Américains doivent avoir en toi un sérieux concurrent avec des atouts. La Chine a les atouts. La Chine est un sérieux concurrent. C'est pourquoi la Chine, aujourd'hui, est le partenaire privilégié de l'Afrique. Alors nous disons à notre tour, nous voulons être un espace économiquement fiable, économiquement prospère. Et cette prospérité, ce sera une prospérité de chaque citoyen de l'AES. Chaque citoyen de l'AES doit vivre cette prospérité au quotidien. C'est ça qui est fondamental. Et le travail que nos autorités sont en train d'abattre, c'est vrai, les résultats pour le moment, on ne les voit pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que rien ne se fait ou rien n'est fait, ou rien n'a été fait. Tu peux ne pas voir, mais forcément, il y a quelque chose qui est en train d'être fait dans l'ordre. Forcément. Comme ce sont des militaires, ils préfèrent les résultats que de parler. Donc ici, on va écouter encore Houphouët une dernière fois. Et l'Europe n'a pas de matière première. Ok. L'Europe n'a pas de matière première. C'est une réalité. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Qui a les matières premières? C'est là que vous devez écouter. C'est là. Parce que lui, Houphouët, pour qu'il dise ça, rappelez-vous ce qu'il avait dit quand il était ministre délégué à l'Élysée. Il a dit le Sahara ne doit pas échapper au contrôle de la France. Parce qu'à l'époque, il avait une idée estimative. La France avait une idée de ce que le Sahara avait comme réserve. Si l'Algérie a voulu se battre aux côtés du Front Polisario pour le Sahara occidental, c'est à cause des richesses qui sont enfouies dans ce territoire. Et le Maroc aujourd'hui est celui qui a sa souveraineté sur le Sahara occidental. Ça, c'est la partie maghrébienne. Maintenant, il y a la partie subsaharienne, c'est-à-dire nous, notre partie. Il y a des réserves colossales. Des réserves colossales en uranium, en pétrole, en gaz, en bauxite, en fer, en diamant, en or, en lithium, en cobalt, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est de ça que vous parler ici. L'Europe n'a rien. C'est nous qui avons tout. C'est nous qui disposons de tout. Il dit, je me tue à le leur expliquer. Mais, au fond, ils ne vont pas t'entendre. Enfin, tu es déjà mort. Il ne peut pas. Puisque toi-même, tu as contribué à étouffer la voix du Sahara. Toi-même, tu as contribué à dire aux petits blancs, faites tout pour ne pas que le Sahel vous échappe. Alors, toi, tu as parlé aujourd'hui, ils vont t'écouter. Puisque tu as été avec eux pour dire, il faut faire ça. Il faut se ressaisir. C'est pourquoi j'ai dit, au seuil de sa mort, il a compris ses erreurs et il a commencé à se ressaisir. Au fond, il s'est ressaisi. Attendez, s'il y a des bâtards ici là qui disent que Adou est le président, il faut aller dire ça à ta maman là-bas. Imbécile. Attendez, je vais enlever ce bâtard là ici là. Moi, je ne perds pas mon temps à être des idiots. Voilà, il faut écrire encore. On va continuer d'écouter. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en sévir. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante. Ça, c'est au fouet. Alors, vous comprenez pourquoi les Américains n'ont pas envie de quitter le Golfe. Pourquoi les Américains... Et c'est le prince Ben Salman qui, pour la première fois, a remis en question. Parce que les Américains avaient signé un
Attends, donne-moi une seconde, il y a un bâtard ici que je vais enlever là. Moi, je perds pas mon temps. Si c'est ton père qui est ado, c'est pas mon père bâtard que tu sois. Attendez, je vais le dégager là. Attendez. Donne-moi une seconde. Il faut qu'il quitte ici. Pour nous, c'est important. Pour nous, c'est fondamental. Et pour nous, c'est quelque chose sur laquelle il ne faut pas, une dernière fois, s'il vous plaît, je vais juste supprimer ça. Voilà. Merci, on est ensemble. Ok. Alors donc, on va continuer de côté au fond. Leur allié européen. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans ça. Ok, ce que je voulais dire, c'est ça. Les Américains n'en ont pas suffisamment pour en céder à leurs frères. Ce qui explique la présence massive des Américains dans le Golfe. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Quand le Premier ministre Apollinaire a parlé, il a mis en évidence les atouts de l'AES. D'abord, 1, la superficie, 2, les ressources naturelles, 3, la population, et puis 4, les enjeux économiques. C'est ce que les Américains ont compris. On dit, il faut diviser pour mieux régner. Il faut diviser pour mieux régner. Et ils se retrouvent face à un bloc. Le bloc AES est plus puissant aujourd'hui. L'AES est plus puissant aujourd'hui que la CEDEAO. Parce que l'AES ne dépend de personne. L'AES ne vit entre les mains de personne. L'AES, c'est la volonté manifeste de 3 pays libres, souverains, avec un destin commun. L'AES, aujourd'hui, n'a pas besoin de quoi que ce soit. La CEDEAO, même pour construire le siège de la CEDEAO, il faut les Chinois. Ce sont les Chinois qui ont construit le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce sont les mêmes Chinois encore qui vont construire le siège de la CEDEAO à Abuja. L'AES, aucun financement ne viendra de l'extérieur. Tout sera financé sur fonds propres. Et quand le ministre Apollinaire a vendu l'image de l'AES, c'est pour attirer l'attention parce que quand la Chine organise comme ça, l'Union européenne est invitée, l'Union africaine est invitée, les Nations Unies, vous avez vu, le secrétaire général des Nations Unies, il a pris la parole en Chine. Donc, de gros investisseurs sont invités. C'est en cela que vous avez vu aussi, en parallèle, le Mali qui a signé des contrats importants. Pourquoi ces contrats sont importants? C'est ça qui me tue et qui me dérange. Chaque fois quand je passe à ça, vraiment, je ne sais pas, il faut que je dise quelque chose à l'heure, parce que ça me fait... Ces genres de contrats-là, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et quand un pays réalise une telle prouesse, parce que c'était pas évident que la Chine accepte. C'était pas évident. Mais la Chine dit, nous voulons que tout le monde vive dans un monde meilleur, même si c'est une vie d'esprit. Mais faire en sorte au moins que le Mali puisse avoir cette technologie, puisque la Chine elle-même, elle a été beaucoup risée. Le Mali a été plus direct, plus respectueux. Mais la Chine a doublé les gens. Attention, il y a plein de technologies qui sont en Chine que les Chinois ont volées. Faut pas même ce sont nos partenaires, c'est vrai, mais disons la vérité. Ils ont espionné pratiquement toutes les grandes boîtes européennes. Les Américains, quand ils se sont rendus compte, c'était déjà trop tard. Les Chinois avaient déjà toutes les technologies que les Chinois voulaient. C'est pourquoi les Chinois, ils ont lancé leurs propres fusées, ils construisent leurs propres avions. Aucun élément ne sort de l'extérieur. Aucun élément ne vient de l'extérieur. Vous savez, pour construire par exemple un avion, prenons Boeing ou Airbus, vous allez voir qu'il y a des composants qui vont l'acheter au Canada, aux États-Unis. Par exemple, système de navigation, ils vont acheter aux États-Unis. Système de GPS, ils vont acheter au Canada, blablabla. Bla, bla. Donc, vous voyez, ils achètent un peu partout. Le moteur, c'est Rolls-Royce. Donc, finalement, vous vous dites, mais attendez. Et jusque-là, on n'avait pas réfléchi. C'est un jour, je me suis assis. Et puis, j'ai regardé un film sur le montage d'un avion. Et je me rends compte que, mais en réalité, là,
Tous ceux-là, mais ils font rien. Mais regardez comment ils sont malins. Je prends Boeing, je regarde, je prends Airbus. La plupart, ce sont les moteurs Rolls-Royce. Même voiture Rolls-Royce que vous connaissez là, ce sont les moteurs Rolls-Royce. La plupart, c'est ça. Même l'avion de Trump. L'avion a subi des changements juste avant de lancer sa campagne. Il a fait rentrer son avion pour aller tout refaire. Ils ont enlevé les choses là, les moteurs là, ils ont enlevé, et puis c'est Rolls-Royce, ils ont mis dedans. Aux États-Unis, l'avion de Trump actuellement, ils ont enlevé tout. Moi, j'ai regardé, les moteurs sont venus dans des genres de choses là. Ils ont acheté des moteurs avec des puissances énormes. Ils ont installé, ce qui fait qu'il est en train de sillonner tous les États-Unis sans problème avec son avion. Il envoie l'avion pour faire le suivi complet. Je regarde, c'est sur ça que j'ai dit. Attendez, c'est simple de navigation. Celui qui vous vend l'avion là, vous n'avez pas vu le Mali, l'avion qu'on avait acheté. On achète l'avion à la France, les Américains bloquent parce qu'il y a un élément important de l'avion, la licence, ça vient de chez les Américains. Parce que quand tu achètes ça, les Américains disent, on n'est pas d'accord. Donc, à cause d'un seul élément, les Américains avaient mis le pied sur la livraison de notre avion. L'avion pour l'armée, là, je crois, le Casa 225 ou bien quoi, l'avion du Mali, là. Alors, c'est énorme. C'est énorme. À la fin de la vidéo, quand je vais parler du produit d'Amsa, je vais donner mon numéro, tu pourras avoir mon numéro, d'accord? Yaya Sagodogo. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Quand on construit un avion, même les véhicules, souvent, bon, les véhicules, c'est pas tout, mais l'avion, c'est ça. Mais aujourd'hui, les Russes construisent leurs avions et aucun élément ne vient d'ailleurs. Les Chinois construisent leurs avions, aucun élément ne vient d'ailleurs. C'est là, c'est les sanctions prises contre la Russie que les gens ont découvert cette réalité que la Russie aujourd'hui n'a plus besoin de l'Occident pour faire fonctionner ses avions. Et que la Chine a déjà toute la technologie pour construire aussi ses propres avions. C'est pourquoi la Chine a décidé, quand nous avons fait la proposition, de nous accompagner et de former nos hommes, nos ingénieurs. Déjà, il y a plein, je vous ai dit, il y a plein qui sont déjà partis par rapport à ce. Donc, il y a le transfert à ce niveau-là. On parle de transfert des technologies. Mais en réalité, l'expression transfert de technologies, c'est, je dirais pas que c'est pas trop ça, parce que pour faire le transfert des technologies, il faut qu'on soit capable d'abord d'utiliser le matériel. Le matériel, c'est-à-dire les logiciels. Il faut qu'on maîtrise les logiciels, ça c'est un. Il faut qu'on soit capable, nous aussi, parce que utiliser le logiciel, ça c'est un. Concevoir aussi le logiciel, parce que là où le transfert sera véritablement efficace, c'est qu'on soit capable de produire nous-mêmes le logiciel qui permet de mettre en place tel ou tel composant, tel ou tel élément. Donc, le premier transfert, c'est d'abord la compétence, d'abord c'est là. Parce qu'il y a forcément les outils dont vous aurez besoin, les éléments dont vous aurez besoin. Bon, enfin, c'est tout un ensemble, c'est un vaste programme. Donc, quand le Mali dit transfert des technologies, c'est pourquoi je suis énervé contre le RTM. Parce que le transfert des technologies, il y a des étapes pour le transfert des technologies. Il y a des étapes. D'abord, il y a la formation. Et puis ensuite, il y a la conception du logiciel même qu'il faut utiliser par rapport à la formation. Il y a tellement, c'est-à-dire, je crois qu'il y a 3 grandes étapes, si je m'abuse, il y a 3 grandes, je ne peux pas développer ça ici. Le transfert des technologies repose sur 3 grandes étapes. C'est pourquoi je peux pas, souvent quand vous réfléchissez, vous dites, bon, est-ce qu'il faut leur en vouloir? Pas du tout. Ben, si tu ne connais pas quelque chose, tu as parlé de ça comment? Il te fait 2000 fois, il va t'appeler de fois pour finalement, je dis, bon, il faut le laisser. Peut-être, parce que, peut-être c'est un peu ça aussi. Sinon, quand même si tu ne connais pas, il faut aller t'informer. Le transfert des technologies, chacun, après le direct que chacun rentre pour aller regarder quels sont les, écrivez sur Google, quelles sont les différentes étapes, hein, pour le transfert de technologie. Mais vous allez voir que c'est un domaine beaucoup vaste. Beaucoup vaste. Je mets juste la puce à l'oreille. Donc il y a des étapes et bravo au président Assimi Goïta
Parce que là, c'est important, c'est sublime, c'est phénoménal, quoi, d'atteindre ce niveau-là. Parce que si tu n'as pas cette technologie, comment quelqu'un qui n'a pas de technologie peut parler de développement? Moi, je voudrais bien que les Ivoiriens qui disent, bâtard qui est venu ici, là, qui dit, bravo, ado, ado, ado. Quelqu'un, c'est pas la peine.